Bonsoir, merci d'être là une fois de plus dans le cadre de Etoudi 2018 sur Vox Africa. Aujourd'hui, c'est au tour de Cabral Libby d'être invité dans cette émission. Le candidat investi par le parti Univers a accepté de répondre à nos questions afin de vous permettre de mieux le connaître. Et comme à l'accoutumée, on va commencer par retracer pour vous son parcours. Cabral Libby, l'influenceur, c'est un portrait que signent Armel Tamba et Éric Bertrand à ici. Si les élections présidentielles du 7 octobre prochain au Cameroun se limitaient sur les réseaux sociaux et les plateaux de télévision, Cabral Libby serait le super favori. Présent sur Internet depuis des mois maintenant, il a su se faire une fanbase conséquente qui relaie ses moindres faits et gestes. Il a aussi cristallisé l'attention sur lui grâce à son mouvement 11 millions de citoyens qui visait à faire inscrire 11 millions de Camerounais sur les listes électorales. Un objectif qui est très loin d'avoir été atteint, mais qui aura permis de faire parler de lui. C'est encore grâce à Internet qu'il a pu collecter les 30 millions de francs CFA de caution nécessaires pour être candidat à la présidentielle. Même la polémique née autour de cette opération n'a pas réussi à gâcher l'effet d'action unique en son genre. Cabral Libby surfe sur ses succès pour lancer un nouvel appel à contribution à tous les patriotes pour lever 200 millions de francs CFA devant servir au financement de sa campagne dès le 22 septembre. Ce doctorat en droit public international à l'université de Yaoundé de Soir, où il exerce aussi en tant qu'enseignant moniteur de droit, manie la langue de Molière avec assurance. Fils d'un père professeur de français, Cabral Libby était jusqu'ici connu comme un brillant et cultivé présentateur, chroniqueur ou participant d'émissions dans les médias audiovisuels. Il se fait découvrir à travers les antennes de la radio universitaire Campus FM à Yaoundé, dont il devient d'ailleurs directeur. Les auditeurs de Radio Equinox puis Bois-Lafont à Douala le découvrent à travers ses chroniques très appréciées. Il rejoindra le petit écran à travers la chaîne de télévision Vision 4, puis Vox Africa. Leader associatif depuis son accession à l'université, Cabral Libby participe à l'appel des 1000 candidats contre la réélection de Paul Biya en 2004. Celui que l'on a surnommé au départ de cette aventure présidentielle, le Macron camerounais, est né le 29 mars 1980. À 38 ans, il est l'un des 3 trentenaires à l'élection du 7 octobre prochain et a été investi par le parti Univers, Union nationale pour l'intégration vers la solidarité, fondée en 2011 par l'universitaire Prosper Koum-Vondo. C'est sous cette fine pluie que nous allons aller à la rencontre de Cabral Libby. Vous en savez désormais davantage sur son parcours. Nous l'avons rencontré lors de son passage à Douala alors qu'il donnait un meeting, la deuxième sortie du genre lors de cette campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. C'est ici donc que nous avons rencontré le candidat du parti Univers. Bonjour Monsieur Libby, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On vous retrouve ici alors que vous sortez d'un meeting à Douala plutôt très couru. Comment est-ce qu'on se sent après une telle mobilisation? Quel est le sentiment qui vous traverse? D'abord, on se sent reconnaissant à l'adresse de Dieu qui touche les cœurs des gens. Moi, je dis toujours que les paroles humaines ne sont pas suffisantes pour rallier les humains à une cause. Et puis on se sent encouragé pour un homme politique. Ce qui est motivant, ce qui est encourageant, c'est de se sentir écouté lorsqu'il y a un impact des idées que l'on défend, impact qui se matérialise par une mobilisation populaire et une réceptivité du message. On se sent encouragé, on se sent motivé et c'est mon état d'esprit. Vous avez essayé de faire inscrire le maximum de personnes sur les listes électorales, mais on se rend compte que le chiffre n'est pas aussi bon qu'on l'aurait pu imaginer, 6,5 millions, un peu moins bon d'ailleurs qu'en 2011, après le toilettage du fichier électoral, dont les gens émettent des réserves en se disant est-ce qu'ils ont des cartes d'électeurs. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que le symbole d'avoir une telle affluence, c'est important? C'est important parce que le Cameroun ne s'arrête pas le 7 octobre 2018 non plus. Vous avez vu la moyenne d'âge des personnes, si vous y étiez, j'ai vu vos équipes. Exactement. La moyenne d'âge des personnes qui y étaient hier. Moi, je voyais les visages et il m'avait l'air relativement jeune. Très jeune, le public que j'ai vu hier. Et c'est un bon signe. Ça veut dire qu'on peut parier sur l'avenir. Effectivement, je rencontre aujourd'hui beaucoup de gens qui me disent « Je regrette de ne pas m'être inscrit, j'aurais dû le faire ».
Est-ce qu'on peut encore le faire? Eh bien, je leur dis, mais ça fait plus d'1 an que je me bats à vous convaincre de cela. Ils me disent, non, on n'y croyait pas vraiment. Et puis, de vous-même, on disait tellement de choses. Moi, je veux profondément que ce Cameroun revête un autre visage. J'ai ma vision à moi, le Cameroun qui protège, qui libère les énergies. Il y en a d'autres. Nous voulons le changement. Et chaque fois que quelqu'un se lève pour le changement, il y a des gens qui ont fait du champ politique, de l'espace public, une sorte de propriété foncière. Et ils doivent combattre avec acharnement tout ce qui arrive, quitte à leur coller toutes sortes de sottises et de distraire l'opinion. Voilà ce qui s'est passé. Et ça va être un malheureux gâchis. Mais moi, je garde espoir, puisque de toute façon, même avec un peu moins de 7 millions d'inscrits, Frundi a gagné en 1992 contre le même candidat qui est toujours là. Il y avait à peine 4 millions d'inscrits à l'époque. Donc, il reste que, au-delà de cette colère que je viens d'exprimer, parce que pour moi, c'est un gâchis. Je ne compte pas le nombre de personnes. D'ailleurs, vous avez vu le public qu'il y avait hier. Je suis sûr qu'au moins le tiers de ces jeunes qui étaient là hier, le tiers de ces personnes qui étaient là hier n'ont pas de carte d'électeur. Mais c'est bon. Et le retour à la politique, le nouvel attrait que nous donnons à la politique fait que dès le 2 janvier prochain, c'est sûr, ceux qui ne sont pas inscrits iront s'inscrire. Parce que n'oublions pas qu'il y a des législatives et des municipales. C'est pour ça que je dis que la vie ne s'arrête quand même pas le 7 octobre. Il y aura une vie politique après. On marque juste une petite pause pour parler un peu de vous, savoir où est-ce que vous avez grandi et revenir sur votre histoire personnelle. Alors, monsieur Liby, dites-nous, quel genre d'enfant est-ce que vous étiez quand vous revenez en arrière? Si on vous demandait de vous décrire vous-même en tant qu'enfant. J'étais un enfant maladif. J'ai été très maladif quand j'étais enfant, justement. Parce que je suis né sous un arbre, en fait. Sous un arbre? Oui, sous un arbre. Je suis jumeau. La maman était au champ? Non, je suis jumeau. Et le problème avec les jumeaux, c'est que quand ils sont primipares, parfois ils peuvent venir 2 ou 3 jours avant le terme. Et c'est ce qui était arrivé à ma mère. Ce qui fait que très vite, c'est venu. Et le temps d'arriver à l'hôpital, on est sortis, ma jumelle et moi, à court de route. Donc vous avez, quand ça arrive comme ça, le temps d'aller chercher la lettre et tout ça, elle était dans son village en ce moment-là, en congé. Papa était à Messondo, je crois. Et on a chopé, ma jumelle et moi, un coup de froid. Ce jour-là, qui nous a rendus très maladifs. Et quand on était jeunes, au point d'ailleurs que ma jumelle y est restée. Votre papa était professeur de français. Oui, quand enseignant. on est enfant d'enseignant, est-ce que ça se ressent à la maison, dans les études? Oui, absolument. C'est plutôt sévère? Mon père était extrêmement sévère, comme père. Il me disait toujours, tu seras ce que je veux ou tu ne seras pas. Il était vraiment sévère comme papa. Et pour surtout vous, envers c'est l'aîné. l'idéal? Envers l'aîné que j'étais, même bien sûr. Je crois, quand on est tout jeune, on se dit peut-être papa nous déteste. Mais c'est plus tard qu'on se rend bien compte qu'il ne voulait que notre bien. J'ai été initié par exemple très tôt à la lecture. Parce que c'était un professeur de français. Vous lisez beaucoup? C'est votre passe-temps favori? Oui. Quoi d'autre? Je lis beaucoup. Je pratiquais du sport quand j'étais plus jeune. Et puis, à un moment, j'étais très turbulent. Pourquoi aussi, pratiquer plus de sport, M. Lévy? Parce qu'en même temps, je ne suis pas très talentueux non plus, comme sportif. La famille, comment? C'est passionnant. J'ai appris à pêcher toutes sortes, à attraper les grenouilles, à faire toutes sortes de pièges. Il y avait une sorte de travail manuel qui était encouragé à côté de l'intellectuel que papa était. C'était les deux leviers. Donc, lui, il nous disait, faites de bonnes études pour être intellectuellement épais. Mais tel que le pays est gouverné, je crains, c'était ses propos, que ce pays ne vous réserve pas forcément un avenir meilleur grâce à vos seules études. Est-ce qu'on parlait politique à la maison? Papa, est-ce que vous étiez trop jeune? Beaucoup. Est-ce que c'était des sujets qui étaient abordés? Non, en fait, moi je suis issu d'une famille très politique. Très politique. Mon grand-père a fait le maquis. Il y est resté. Son premier fils a fait le maquis. Il n'y est pas resté, mais est mort des conséquences du maquis plus tard. Moi, je l'ai connu. Le deuxième fils, donc le deuxième grand frère de mon père, est mort au maquis. Ça fait 3 quand même. Donc, et puis, papa lui-même, qui a refusé de faire la politique militante, parce que estimait qu'il était étant le dernier. Oui, d'abord, il était le dernier d'une fratrie de 7. Ils étaient 4 garçons, 2 sont morts à cause de la politique. Il restait un seul et lui il a décidé de ne pas militer. Mais dans le discours, dans l'engagement citoyen, il était très politique, ce qui lui a valu d'ailleurs 2 ou 3 arrestations sous le régime autoritaire qui a précédé celui qui nous gouverne actuellement. Et d'ailleurs, à l'une de ces arrestations, il a bien failli mourir. On avait programmé d'ailleurs de l'exécuter.
Et il nous dit toujours, il raconte toujours l'anecdote que la nuit du jour où il devait être exécuté, selon ce qui avait été décidé, il a fait un rêve, il a vu son père à lui, notre grand-père, que nous on n'a pas connu. J'ai connu ma grand-mère qui elle est morte plus tard, elle a vécu 108 ans. Et il avait vu son père dans le rêve qui lui disait, on ne va pas te tuer à cause des enfants. Là. Et il me dit dans le rêve, quand son père lui a dit à cause des enfants, j'étais là avec ma jumelle, on rampait, on était tout petits. Et le lendemain, on est venu lui dire à 7 h, monsieur sortez de la cellule, rentrez chez vous, vous êtes chanceux. Et depuis ce jour, il m'a toujours dit que, bon, enfin, si on ne m'a pas assassiné à cause de vous, peut-être que l'un d'entre vous sera quelqu'un. Vous évoquez un sujet important parce qu'on va revenir tout à l'heure sur le symbole que vous avez voulu passer en allant sur la tombe de Amadou Ahidjo, justement, et qui est le régime, qui a dirigé le régime qui a précédé celui sur lequel nous sommes en ce moment, et qui est un personnage qui reste quand même très controversé par rapport à l'histoire du Cameroun. Dites-moi un peu, à quel moment est-ce que vous vous dites, il faut que je me lance en politique? Parce qu'il y a une différence d'ailleurs entre se lancer en politique et vouloir devenir président de la République. Le déclic se passe à quel moment exactement? Le déclic, c'est en 2004. Lorsque je fais la rencontre d'un homme qui m'a subjugué, et ça allait rester d'ailleurs, Chief Mila Assoute. C'était un militant du parti au pouvoir. Membre du comité central. Qui était du camp de ce qu'on appelait les modernistes. Et qui avait donc à l'époque été désigné comme mandataire du courant des modernistes, qui voulait la rupture en interne. On est en 2004. Le régime est encore très puissant. Et j'étais, moi, admiratif du courage de cet homme-là. Je disais, mais voici quelqu'un qui, de l'intérieur, ose bousculer les choses. Moi, je n'étais pas RDPCiste, je ne le suis jamais devenu. Et nous, à l'époque, on avait créé une association qu'on appelait le Forum national des jeunes. Et on souhaitait marquer l'année 2004 par notre désaccord de ce qui se fait. Donc on avait programmé déjà de faire des choses. Et puis c'est en ce moment que ce monsieur entend parler de nous et nous fait venir à sa rencontre, nous présente son projet. Moi, je vous le dis, j'ai été subjugué par l'homme. D'abord, c'est un homme très éloquent, c'est une bête politique. Hein. Il m'a beaucoup inspiré. Il avait une façon d'analyser des choses. Je le trouvais très brillant. Tout jeune que j'étais à l'époque, j'avais 24 ans. Et c'est là que j'ai dit, la politique c'est mon truc. Et c'est là que je commence. Bon, malheureusement, l'aventure va tourner court. Sa candidature va être rejetée de façon kafkaïenne d'ailleurs. Et puis lui-même va être pourchassé, il va partir en exil. Exactement. On va essayer encore en 2007 par les législatives, par les municipales. Lui n'étant pas là, ça s'est très mal terminé. Moi-même, j'y ai payé pratiquement 7 ans de mes études. Et puis bon, enfin, il est parti. On sait que généralement les candidats à la présidentielle ont des soutiens que le grand public ne voit pas forcément. Vous êtes loyal avec qui? Le public estime que si on sait avec qui vous êtes loyal, on sait à peu près à qui s'attendre si on vote pour vous. Vous êtes loyal avec qui? Mon premier soutien, c'est le peuple. Moi, j'ai une approche qui est toute simple. C'est que d'emblée, je ne fais pas dans la fatuité. J'ai dit très tôt que moi, je n'avais pas les moyens. J'avais les idées, j'avais la volonté, le courage, la détermination que Dieu m'a donnée, mais je n'avais pas les moyens. Donc, très tôt, j'ai dit à ceux qui me soutenaient, aidez-moi financièrement. On n'a même pas besoin de milliards. Si nous sommes nombreux à cotiser petit, ça fera beaucoup. Et c'est comme cela que nous, on fonctionne. Maintenant, il peut y avoir une ou deux personnes qui donnent un soutien plus consistant. Ces personnes, je les ai toujours remerciées publiquement. J'ai un soutien aux États-Unis qui est bien connu, M. Julari Mananga, qu'on a fait passer pour lui-même un pion, un agent double et tout ce qu'on veut. Mais il ne s'est jamais caché. C'est un opérateur économique camerounais qui vit aux États-Unis et que je ne connaissais d'ailleurs ni d'Adam ni d'Ève et qui a vu mes efforts et qui un matin a cherché mon numéro, je lui dis, il m'a appelé, il m'a dit mon fils, je vais t'aider. Moi j'ai fait la politique au Cameroun jusqu'à un certain temps, ça m'a dépassé, le système est bizarre, j'ai pris mes distances et je me suis reconverti dans d'autres choses. Mais je vois en toi, tu me fais penser à ma jeunesse, je vais te donner un coup de main. C'est comme ça que je fais mon premier voyage aux États-Unis. Tout frais payé par lui. J'en ai apporté la preuve. Ma caution, vous savez comment j'ai collecté l'argent. J'ai apporté toutes les preuves. Il y a des Camerounais de la diaspora qui ont cotisé. Il y a les Camerounais qui ont cotisé par Orange Money, MTN Money. Et aujourd'hui, j'ai lancé une opération de levée de fonds de 200 millions pour financer la campagne électorale. Je viens de faire Où est-ce qu'on en est, justement? On est à peine à 41 ou 42 millions. Et là, au fur et à mesure que ça entre, ça repart sur le travail de terrain.
Cet argent, tout le monde sait comment je l'ai eu. Je viens de faire une tournée en Occident, où dans chaque pays, il y avait une levée de fonds. Une petite collecte, exactement. Même le meeting du stade SICAM, j'ai lancé une levée de fonds. Mais comme il y avait risque d'émeute, j'y ai mis un terme pour dire aux citoyens qui étaient là, par paiement mobile par exemple. Mais là, en 5 minutes, il y a eu 400 000. Exactement. Simplement dans les jets de 500, de 1000 francs des personnes qui étaient dans la foule. Donc c'est comme ça que nous on fonctionne. Vous parlez des financements. En parlant d'actualité justement, il y a eu un souci avec les 15 millions d'avance que l'on remettait pour le financement public de la campagne électorale. Certains partis ne l'ont pas déchargé, estimant que c'était minable. Mais le parti Univers, qui porte votre candidature, a reçu cet argent. Est-ce que vous comprenez ceux qui ont refusé de décharger cet argent? Il ne s'agit pas de comprendre ou de ne pas comprendre. Moi, je suis juriste. Pourquoi votre parti décide, par exemple? Moi, je suis juriste. Le professeur Nkumbondo du parti Univers est juriste. Et lui, comme moi, nous sommes réalistes. Il n'y a rien de surprenant à cela. Mais on s'est dit, ce qui est surprenant, c'est que la caution était à 5 millions en 2011 et les frais de campagne étaient à 15 millions x 2. On s'attendait à ce que, comme la caution est montée à 30 millions, que de manière automatique, les frais de campagne aussi soient plus conséquents. Vous attendiez. Vous dites vous-même, on s'attendait. Puisque la loi reste muette sur le montant du financement public. Mais voilà, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis, nous, on est juristes. Donc, la première chose, c'est que nous lisons les textes. Et nous savons tant que la loi n'a pas été violée, vous n'avez pas de souci. La loi n'est pas violée. La loi au Cameroun veut qu'un des candidats puisse décider de combien lui il donne aux autres candidats pour qu'ils battent campagne. C'est la loi. On le sait tous depuis au moins 2012, date de la nouvelle loi électorale. Exactement. Donc tous ceux qui sont candidats à l'élection présidentielle de 2018 sont censés connaître cette loi et sont censés savoir qu'un de leurs concurrents, c'est un de leurs concurrents qui décide de combien il donne. Bon, on est dans la manœuvre politique. Ils doivent donc s'imaginer que ce concurrent qui n'a jamais ménagé ses efforts pour se tailler une place d'inamovibilité allait certainement essayer quelque chose sur le levier financier. Il devrait. Là, on n'est plus dans le droit, on est dans la politique. Et en prévention de cela, se prémunir tout au moins mentalement. Donc moi, le prof Nkumbondo et moi, nous on était même surpris d'avoir 15 millions. Parce que compte tenu des enjeux de 2018 et du contexte de 2018 qui est très défavorable au système sortant, nous à un moment on s'est même dit qu'il va peut-être donner 5 millions. Donc quand nous on a même suivi 15 millions, on s'est dit mais tiens, il est même généreux, il a donné 15 millions. Donc nous on a compris depuis que ce n'est pas de là que nous viendraient nos financements. On entendait des rumeurs annonçant 100 millions, j'ai dit mais fait. Moi, ça me paraissait toujours réaliste. Je disais, mais est-ce que le candidat sortant que je connais peut donner 100 millions à des opposants dans ce pays? J'attendais d'être surpris. Donc, nous, rien ne nous a surpris. Ce qui nous a même surpris, c'est que les gens s'en indignent. Et on s'est dit, mais on croyait qu'on savait tous dans quoi on allait. Mais bon. Parlons, je vous ai promis qu'on allait revenir là-dessus. Parlons de votre voyage à Dakar, au Sénégal. Est-ce que aller sur la tombe d'Amadou Ahidjo, alors que vous-même vous êtes petit-fils de Macky Sall, comme vous l'avez dit, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, les combattants, les nationalistes camerounais, on les a appelés Macky Sall à l'époque. C'est un personnage controversé. Beaucoup estiment qu'il n'a pas instauré la liberté au Cameroun et qu'il a fait assassiner de nombreux nationalistes. Aller sur sa tombe à ce moment précis, est-ce que ça ne prête pas à confusion? Quel est le message que vous vouliez passer? D'abord, j'ai commencé par les tombes de nationalistes. Parce que c'est ça qui est bizarre au Cameroun. Quand je vais sur la tombe de Oumniobé, justement, aller sur la tombe de Oumniobé, Ouandjié, personne n'en parle. Sur celle d'Ahidjo, on s'est dit c'est je vais sur la tombe de Ouandjié, les photos circulent, personne n'en parle. Je vais sur la tombe de Kwame Nkrumah à Accra, les photos circulent, personne n'en parle. Quand je vais sur celle d'Amadou Ahidjo, ça devient un grand sujet. Peut-être parce qu'on estime qu'aller chez Oum ou chez Ouandjié, c'est normal ou voilà. C'est logique. Compte tenu de ma posture et de mon histoire. Exactement. Et moi je dis ceci. Aujourd'hui, je suis dans la posture d'un chef d'État, d'un père pour son pays, de quelqu'un qui va diriger tout le monde et qui va rassembler tout le monde. Et je dis qu'il y a un moment où il faut s'arrêter, ouvrir les plaies qui sont toujours purulentes, les nettoyer et partir sur un nouveau pied. Je considère qu'effectivement, il y a une histoire qui n'est pas suffisamment dite sur le jeu des autoritaristes et sur ceux qui ont été assassinés. Il est temps qu'on s'arrête, qu'on fasse les états généraux de la réconciliation et qu'on ouvre notre histoire. Qui a fait quoi?
qu'on établisse les responsabilités, pas pour punir, pas pour des règlements de compte, mais pour la postérité. Donc moi je suis pour qu'on se réconcilie enfin. Et c'est pour ça que j'ai annoncé que moi je ferai revenir ses restes. Parce que c'est un chef d'État. C'est le premier président du Cameroun. C'est entre ses mains qu'est né l'État. Même s'il a été ce qu'il a été, c'est lui qui a été. Mais est-ce que le retour de ces restes dépend forcément du président qui sera en place, M. Cabral? Non, mais parce que moi j'estime... On dit que le régime en place dit avoir déjà demandé à la famille de ramener le corps de M. Ahidjo, si elle veut le faire. Oui, mais moi j'ai échangé donc avec sa famille. J'ai même rencontré sur cet homme, M. Tchokonte, je crois. Le nom, enfin, je peux confondre le nom, qui fait partie des 6 personnes l'ayant enterré à Dakar. Lui, il me tient un discours contraire à celui-là. J'étais ce jour-là avec sa fille. Je n'ai pas pu échanger avec son épouse qui était en soins, mais elle est convalescente maintenant, hors de Dakar. Donc, eux, ils tiennent un discours contraire. De toute façon, le débat n'est plus au niveau des discours. Le débat aujourd'hui pour moi, c'est que, qu'il y ait un cimetière national au Cameroun où sera enterré tous les héros de la nation. Donc, je l'ai dit aussi, qu'il n'y a pas que les restes d'Amadou Ahidjo que je ramènerai au cimetière national. Il y a aussi les restes de tous les autres héros de la nation qui reposeront là, Oumiobe, Ouandje et autres, et même ceux-là dont on parle peu, qui vont aussi reposer là. J'ai dit que je veux construire un mémorial, un peu comme celui de Martin Luther King à Atlanta, parce que la postérité a besoin des lieux de ressourcement devant ces personnes qui se sont sacrifiées pour cette nation que nous avons. Ça peut paraître étonnant et même détonnant que ça vienne de celui qui est descendant de ceux qui ont souffert des affres de ce monsieur ou de ce système-là. Mais moi je dis, à un moment, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter, parce que sinon ça ne s'arrêtera jamais. Vous savez, moi je peux avoir des choses contre ce système, mais j'en aurai aussi contre le système actuel, tout comme des gens en auront aussi contre le système actuel. À un moment, moi je suis pour la réconciliation, je suis pour que nous partions sur un nouveau pied. Ceux qui sont morts sont morts. Faisons la paix, nous qui sommes vivants. Faisons la paix, disons-nous des vérités, restituons historiquement à chacun la place qu'il doit occuper, mettons un terme à l'imposture. Ceux qui sont morts pour le Cameroun, pour l'indépendance du Cameroun, ont droit aussi aujourd'hui à Yaoundé, à un lieu de mémoire, à des monuments, à des rues en leur nom, à des édifices en leur nom. Il faut revivre leur mémoire. Il faut même que leurs descendants soient connus et que les injustices qu'ils ont subies et que certains continuent à subir, parce qu'on ne parle pas suffisamment des descendants de ces héros de la nation. Il est temps de restaurer tout cela. Et c'est le discours que moi je tiens, celui de la conciliation et de la réconciliation. Merci beaucoup Cabral Libby. C'est sur cet éclairage, sur cet éclaircissement par rapport à cette posture à Dakar que nous allons découvrir le projet des sociétés du candidat Cabral Libby. Nous l'avons compilé en 4 secteurs que nous estimons majeurs: économique, santé, éducation et politique. La compile est une réalisation de Valorian Nobissi et Ayoub Mba Smith. Le candidat investi par le parti Univers, Cabral Libby, promet de refaire le portrait de l'État, mais n'opte pas pour le fédéralisme comme la plupart de ses concurrents. Il propose de mettre sur pied des collectivités territoriales décentralisées pour rapprocher l'administration publique des gouvernés. Cabral Libby promet par ailleurs la systématisation du bilinguisme au sein de l'administration et dans la scolarisation. La maîtrise de l'anglais et du français va ainsi devenir une des conditions pour être recruté comme agent de l'État. Le candidat porté par le mouvement 11 millions d'électeurs dit ne pas vouloir rompre avec la politique de l'équilibre régional. Il promet toutefois d'en revoir les contours. En ce qui concerne la diaspora, Cabral Libby prône une révision du code de la nationalité pour instaurer la plurinationalité. C'est sans surprise que l'on apprend que l'élection à 2 tours sera instaurée pour un mandat présidentiel là encore de 5 ans, renouvelable une fois, mais avec l'instauration d'un vice-président et la suppression du poste de Premier ministre. S'il devient président, il supprimera le Sénat pour créer à la place la Chambre consultative des anciens et des patriarches. Dans ce qu'il appelle une éducation de mission, Cabral Libby du parti Univers voit l'apprentissage scolaire comme un moyen pour trouver des solutions à la crise identitaire que traverse le Cameroun. Il prône ainsi l'apprentissage des langues et cultures nationales. Il parle ainsi d'une compartimentation communale qui consiste à transmettre aux élèves scolarisés dans une commune toutes les langues de cette commune. La création de 3 instituts de langue nationale est aussi annoncée. À en croire le candidat du parti Univers, c'est dans ces instituts que seront conçus les programmes d'enseignement qui seront dispensés.
Cabral Libby prévoit aussi d'augmenter l'assiette budgétaire de l'éducation à 100 milliards de francs CFA et recruter 22 000 agents de l'État par an pendant 5 ans. Cabral Libby juge que le Cameroun a besoin en urgence d'un code de santé qui, selon lui, va réglementer la délivrance du service de santé. Il veut porter à 400 milliards le budget alloué à la santé. Au chapitre de l'assurance maladie, le parti Univers, par la voix de son candidat, entend rendre la couverture maladie universelle obligatoire et annonce la création de la Caisse nationale de sécurité santé qui sera financée par la fiscalité et les contributions individuelles. L'accouchement, qu'elle soit par voie basse ou par césarienne, se fera gratuitement dans un Cameroun sous Cabral Libby. L'un des candidats les plus jeunes de cette élection parle aussi de créer la haute autorité de la médecine traditionnelle, une médecine pour laquelle il souhaite mettre sur pied l'herbier national, une pharmacopée traditionnelle avec une liste d'écorces, d'herbes, de potions ou de décoctions prouvées comme efficaces contre telle ou telle pathologie. Au niveau des infrastructures, Cabral Libby annonce la création d'une unité de prise en charge des urgences hypertensives dans chaque région du Cameroun et mettre en place 2 hôpitaux de référence à Yaoundé et à Douala. Dans ce qu'il appelle créer un environnement propice à l'amélioration des soins de santé, Cabral Libby parle de recruter 300 infirmiers et paramédicaux par an pendant 5 ans, former 200 médecins spécialistes par an. Il projette ainsi la création d'une faculté de médecine par université d'État, soit 8 facultés pour les 8 universités d'État actuelles. La politique économique de Cabral Libby repose principalement sur l'agriculture et la construction. Il compte pour cela créer une entreprise agro-industrielle par arrondissement et une usine de transformation des matières premières locales dans chaque commune. Cabral Libby de promettre que 500 milliards de francs CFA du budget seront réservés à l'agro-industrie et au développement rural. L'objectif, dit-il, étant de consacrer à terme 10% du budget camerounais au secteur agricole. Cabral Libby compte donner une priorité aux entreprises nationales dans la livraison des produits de la commande publique. Il veut également accompagner les startups au moins 100 par an. Il annonce la capitalisation de la banque des PME à hauteur de 200 milliards de francs CFA pour accompagner des entrepreneurs locaux. Parlant de budget, le candidat du parti Univers entend rééquilibrer en le fixant à 5 500 milliards de francs CFA, donc 45% pour l'investissement, soit 2 400 milliards de francs CFA, 40% pour le fonctionnement et 15% pour le service de la dette. Il parle aussi de donner une priorité à l'investissement en lui accordant 2 400 milliards de francs CFA comme budget. Alors, M. Libby, nous avons fait une compile un tout petit peu assez dense déjà de votre programme pour nos téléspectateurs. Il y a juste quelques points qu'on va aborder ensemble. Vous parlez de réviser les contours de l'équilibre régional. C'est une politique qui a été mise sur pied au Cameroun normalement pour que tous les ressortissants des différentes régions du pays puissent avoir accès presque au même niveau de scolarité afin de rendre l'alphabétisation un peu équilibrée sur l'ensemble du territoire national, mais qui aujourd'hui est très controversée. Pourquoi vous ne l'annulez pas simplement? Vous allez la redéfinir. À quoi va ressembler exactement cette refondation de l'équilibre régional, de ce concept-là? Vous savez, je suis toujours amusé d'entendre que chaque fois qu'une chose n'a pas marché, il faut l'annuler. Non. Certains disent qu'il faut prôner la méritocratie pour avoir accès aux grandes écoles au Cameroun. Ce n'est pas parce que le régime sortant a mal utilisé une chose que cette chose est mauvaise forcément, que cette chose est à détruire. La politique de l'équilibre régional n'est pas mauvaise en soi. Elle vise justement à rattraper les disparités de développement qu'il y a entre les régions. Donc ce n'est pas une politique éternelle. C'est une politique... En quoi va consister la différence sur vous? Non, mais c'est là que je vous dis. La première différence, c'est que je vais la situer dans le temps. Et c'est dit dans le projet de société. Exactement. Qu'au bout, on va la mettre sur 5 ans, sur 10 ans. Et à chaque fois, nous allons évaluer. Exactement. Parce qu'elle n'a pas vocation à demeurer éternellement. Si l'objectif, c'est de rattraper des disparités, il faut donc qu'on ait évalué à un moment le rattrapage qui a été fait. Et on reconfigure. Et on voit si c'est toujours nécessaire ou ce n'est plus nécessaire. Donc la première chose qu'il faut, c'est d'abord une évaluation de la politique qui a été mise en place jusque maintenant. Après, on voit donc ce qu'il y a lieu de faire. Mais la politique de l'équilibre régional ne doit pas mettre à mal le mérite. Parce que nous avons besoin d'une ressource humaine travailleuse, laborieuse et compétente. Cela met à mal le mérite. Ça, c'est le système actuel. Mais évidemment que la politique actuelle n'est pas mauvaise. D'abord, on ne sait même pas à quoi elle ressemble exactement. Elle n'obéit à aucune logique, même pas à celle de 78 et puis 81 et même finalement 2003 ou 2006, je ne sais plus, selon que le Premier ministre l'a révisé. Donc elle n'obéit à rien. Nous disons
que, par exemple, dans les nominations, il faut effectivement respecter. Dans les concours, on doit mettre les quotas. Mais c'est des quotas qui tiennent compte du mérite. Ça veut dire que si on dit 3 places pour le coupé Maningouba, que ce soit au moins les 3 meilleurs du coupé Maningouba. Et non pas un ressortissant du coupé Maningouba qui n'a même pas composé du tout. Comme c'est le cas maintenant. Voilà ce que je dis. Et au bout d'un certain temps, on en fait l'évaluation. Restons sur le plan politique. La création de la Chambre consultative des anciens des patriarches et la suppression du Sénat, en quoi est-ce que ça diffère du Sénat? Qu'est-ce qui va faire la différence, justement? Parce que vous avez promis de supprimer le Sénat, mais de créer la Chambre consultative des anciens des patriarches. Ça a attiré notre attention. La première différence est économique. La Chambre consultative des patriarches et des anciens va nous coûter 3 milliards de fonctionnement. Le Sénat nous coûte actuellement 15 milliards. Et les 12 milliards d'économies, j'ai d'ailleurs dit où je les investirais. Une moitié au fonds de développement des start-up et l'autre moitié au fonds de viabilisation des médias. Voilà la première différence. La deuxième différence est que la Chambre aura un rôle utilitaire, alors qu'actuellement le Sénat ne sert strictement à rien. C'est un reposoir pour les amis du président. Ils n'ont aucune attribution propre. Ils n'ont même pas le pouvoir du dernier mot dans le travail parlementaire. Exactement. Ça ne sert strictement à rien. La Chambre consultative des anciens, par contre, elle a un rôle anthropologique et culturel et traditionnel très important. Elle se situe dans le prolongement, et ça vous l'avez lu, de la réforme de la chefferie traditionnelle. Exactement. Parce que nous allons désauxiliariser la chefferie traditionnelle pour en faire un creuset et un sanctuaire de notre culture. Des musées et autres, c'est un aspect culturel très important. Et nos anciens seront donc dans cette chambre consultative et rendront par an des rapports. D'abord des rapports consultatifs, 3 rapports par an sur la marche de la nation. Comment ils voient l'évolution du pays en rapport avec notre identité, notre culture. Ils verront à ce que les bornes de notre identité ne soient pas déplacées. Recrutement de 22 000 agents de l'État pendant 5 ans. Est-ce que c'est nécessaire, monsieur? C'est même 40 000. Parce que pendant 5 ans... 22 000, c'est pour les enseignants. Je suis dans le secteur de l'éducation. Ah, okay. Excusez-moi, donc 22 000 agents, effectivement. Mais est-ce que ceux qui sont là sont déjà bien utilisés? Est-ce que vous avez mené des enquêtes qui vous permettent de savoir aujourd'hui si on a un déficit d'enseignants dans notre pays? Je n'ai même pas besoin de mener des enquêtes supplémentaires. Les enquêtes menées par le ministère, les ministères des enseignements sont eux-mêmes éloquents. Mais c'est un désastre. Il n'y a pas un mauvais redéploiement? Il y a d'abord un mauvais redéploiement. Ça, c'est sûr. Mais même quand il y aurait un bon redéploiement ou un bon déploiement, il y aurait toujours un déficit. C'est criard. Et ça ne se situe pas qu'au niveau du nombre, mais au niveau du traitement. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, le taux de couverture administrative au Cameroun est de 1%. C'est-à-dire ratio agents publics, population. C'est environ 400 000 agents publics pour 23 000 habitants. Le Maroc a un peu plus de 10 millions d'habitants, ils sont 800 000 agents publics. La France a 60 millions d'habitants. Pourtant, les gens estiment que les agents, les fonctionnaires sont déjà trop nombreux. Mais ce sont des idées reçues. Ce sont des idées reçues. En fait, le vrai problème du Cameroun, ce n'est pas qu'il y a beaucoup d'agents publics. Mais en fait, nous pouvons nous-mêmes constater tous les jours qu'il n'y en a pas. C'est vrai. Les lenteurs de la justice, c'est dû à quoi? Peut-être à la corruption, aux gens qui ne sont pas à leur poste de travail. En partie, mais en déficit de magistrats. Vous savez que de ce côté-là, c'est criard. Les juridictions administratives n'ont pratiquement pas de magistrats. Quel est le ratio médecin-population? 1 pour 15 000. 15 000, ah d'accord. 1 pour 15 000. Il y a juste un mauvais déploiement des agents publics. C'est-à-dire que, comme le recrutement ne se fait pas sur la base d'un profil, la plupart du temps, donc on recrute beaucoup de gens sans qu'on sache exactement à quoi ils servent. Et on les affecte à des lieux de service où ils n'ont rien à faire. Exactement. Alors que les secteurs qui sont en déficit ne reçoivent pas suffisamment de personnel. C'est ça qui donne l'impression, parce qu'on voit des gens remplis dans des ministères à ne rien foutre, à jouer à Zuma de luxe, qu'on croit qu'en réalité il y a trop de fonctionnaires. Mais sortez de l'État central, sortez de la capitale du politique, centre, allez vers la périphérie, l'État est quasiment absent. C'est d'ailleurs pour cela que dans notre philosophie, nous parlons de l'État qui protège. En fait, c'est pour ça que le citoyen se sent en abandon, parce que l'État est absent.
Donc en fait, il y a un déficit. Le standard, madame, c'est 1 milliard, 1 million. C'est 10%, je veux dire. C'est ça le standard. En temps normal, si on a 23 millions d'habitants, on devrait avoir 2,5 millions par là d'argent public. Et nous, en 5 ans, nous voulons simplement essayer de rattraper cela en ramenant à 1 million. Et nous avons calculé la masse salariale, c'est 100 milliards. Exactement, parce que vous l'avez précisé. Mais ici. voilà. Parlons un peu de votre projet de santé, surtout la couverture maladie universelle qui n'existe pas au Cameroun pour le moment et qui se retrouve quand même dans les programmes politiques de tous les candidats à cette élection présidentielle, ceux de l'opposition en tout cas. C'est vrai même du régime en place aussi qui propose de le mettre en place. Mais je voulais savoir comment vous, est-ce que vous comptez le financer, M. Liby? Vous avez dit qu'il y aura un financement public et une autre partie qui viendra des particuliers. C'est cette partie-là qui m'intéresse. Comment les gens vont cotiser? Prenons un exemple concret. Bon, une famille. D'abord, ça n'existe pas au Cameroun, mais ça existe dans d'autres pays d'Afrique de niveau de développement comparable. Exactement. Comment c'est financé au Gabon? Comment c'est financé en Côte d'Ivoire? Je prends 2 pays, l'un un voisin. Maintenant, je vous dis comment je vais financer. Parce qu'il faut d'abord balayer l'idée que ce n'est pas possible. Les dépenses de santé au Cameroun, c'est 700 milliards par an. Vous promettez d'ailleurs de... Non, de toute façon, ce n'est pas moi qui augmente. Si vous mettez en place une caisse d'assurance maladie universelle, les dépenses de santé peuvent passer du simple au double. Parce qu'actuellement, beaucoup de gens ne vont pas à l'hôpital. C'est vrai. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas les moyens. Mais le jour où c'est facile d'aller à l'hôpital, même pour un rien, les gens iront à l'hôpital et c'est tant mieux d'ailleurs. Parce qu'avant ça, quand vous mettez une caisse d'assurance maladie en place, vous devez avoir une politique préventive. Exactement. Une politique de prévention sanitaire. Possible. Oui, pour que les gens ne tombent pas trop malades. Dans notre cas, on a une chance. C'est qu'on a 65% de la population âgée de moins de 45 ans. Et il est scientifiquement démontré qu'une population jeune va moins à l'hôpital. C'est la chance que nous avons. Profitons-en, tiens, justement. Donc, dans notre cas, 2 modalités de financement. D'abord 2 régimes. Le régime des salariés et le régime des indépendants. Pour les salariés, c'est pris à la source. Pour les indépendants, c'est une souscription personnelle obligatoire. Donc la caisse va être financée par la fiscalité. D'abord, et j'ai expliqué en maintes reprises quels impôts concrètement financeraient l'assurance maladie. Je suis d'ailleurs le seul à avoir dit clairement quels sont les impôts, quel est le redéploiement fiscal que je vais opérer. Et maintenant, l'autre partie sera la contribution. Vous allez payer. C'est ça que je veux obligatoirement. Savoir. Je veux que la population, quelqu'un qui nous regarde, sache combien est-ce qu'il payera par exemple. Non, il ne faut pas être fantaisiste. Il faut une bonne nomenclature des métiers. D'accord. On payera selon la classe sociale. Bien sûr, selon le standing social de chacun. Vous êtes une grande journaliste d'un média international. Évidemment, vous ne payerez pas comme le moto-taximan. Mais il faut qu'on sache exactement quelle est la nomenclature des métiers. Ça existe déjà. Il y a un travail qui a été fait par l'Institut national de la statistique, financé par la Banque mondiale, qui a répertorié, je crois, 1700 métiers. C'est un peu poussif, c'est pas bon. Quand vous parcourez le document, on va refaire ce travail, on va revaloriser les salaires. C'est un train de mesure, parce qu'il faut aujourd'hui une meilleure redistribution de la richesse nationale pour que les uns, que ce soit au privé ou au public, gagnent leur vie décemment. Et en ce moment, donc, on va calibrer. Mais j'ai dit que ça commencerait, en tout cas pour le plancher le plus bas, à 1000 francs par mois. Alors sur le plan de l'économie, vous parlez d'accompagner 100 start-up par an. Comment est-ce que ça va se faire concrètement? Comment va se faire la sélection? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Oui, c'est d'ailleurs détaillé dans notre projet de société. D'ailleurs, c'est un des leviers de notre vision économique, le numérique, la start-up. Parce que c'est un pôle de compétitivité mondialement reconnu aujourd'hui, que nous n'exploitons pas suffisamment. Ça vous parle, parce que je sais que vous travaillez dans ce secteur. Exactement. Nous allons mettre en place une plateforme numérique, justement, où les startups vont s'affilier. Donc, là où nous allons décrire leurs projets, là où on va les recenser. Et on va les mettre dans cette plateforme, on va la mettre en lien avec le monde des affaires, pour que leur présentation soit vue également par les opérateurs économiques qui, eux, sont grands consommateurs et ont les moyens financiers. Et ont les moyens financiers. Nous allons mettre en place un jury mixte, pouvoir public, secteur privé, qui va donc recenser par an les 100 meilleurs start-upers que nous allons donc transformer en PME. Parce qu'on ne demeure pas dans le statut de start-up. On a vocation à devenir PME juridiquement. Et l'État va donc, les 100 meilleurs, les faire passer en les finançant au statut de PME.
On va à présent passer, donner la parole aux téléspectateurs parce que dans cette émission, on leur donne la possibilité aux internautes de réagir, de poser des questions. Alors, on a Kamga Rodrigue qui nous a écrit sur Twitter. Il dit il faut une alliance entre M. Cabral Libby, Kamto, Ozi, sinon ils nous perdent juste le temps. La coalition accroît les chances de victoire. Elle ne garantit pas la victoire. Parce qu'il ne faut pas non plus entraîner les Camerounais aujourd'hui dans une sorte de cul-de-sac. Mais on se dit quand même que si vous êtes 9 candidats, si le président sortant obtient même 30%, 40%, il est quand même président de la République, même s'il n'a pas obtenu la majorité. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que... Parce que les autres voix sont dispersées sur les 8 autres candidats. C'est ça le problème. Mais d'abord, ça aussi, c'est pas vrai. Madame, 1992, Paul Biya, Frundi, Samuel Ebois. Non, c'était Bello Bouba. Les trois ont engrangé 91%. 1997, Paul Biya, Samuel Ebois, Hok Belen, les trois ont eu 95%. 2004, Paul Biya, Frundi, Ndamdjoya, les trois ont eu 92%. 2011, Paul Biya accroît les chances de victoire. C'est ce que moi, Cabral Libby, je dis depuis un an au moins. Mais pourquoi vous ne décidez pas, vous, première coalition, de dire, moi je vais soutenir tel candidat, et puis basta. Mais au nom de quoi, moi, je devrais renoncer à ma candidature tout de go en soutenant un autre, et pas un autre pour montrer la bonne volonté, pour montrer qu'on est vraiment... Non, mais pourquoi c'est à moi seul qu'on demande la bonne volonté? Mais on est 8 de l'opposition. J'attends aussi qu'un autre candidat dise que moi, je suis prêt à renoncer à la mienne en faveur de Cabral Libby. Pourquoi moi? Et j'ai l'impression, ça commence d'ailleurs à me heurter. Parce que je suis parmi les candidats les plus jeunes, ou alors parmi les plus jeunes, celui qui est peut-être le plus populaire, j'en sais rien. On pense que moi, je serai donc l'adjuvant de la victoire de quelqu'un d'autre. Je dis, c'est ce dans quoi on a entraîné la jeunesse pendant longtemps dans ce pays. Attendez votre tour. C'est d'abord les vieux. Quand vous serez vieux, ce sera votre tour. Je dis stop. À 38 ans, j'estime que j'ai tout ce qu'il faut pour diriger le Cameroun et que je me mets exactement au même pied d'égalité que tous les autres candidats. Donc tant qu'on part du postulat que si on parle de coalition, moi je dois d'abord renoncer à ma candidature à moi, c'est faire insulte. Vous avez vu les meetings que je fais depuis que la campagne a été lancée. Et vous croyez que ces Camerounais qui me suivent et qui m'accompagnent, ils sont tellement idiots qu'ils ne voient pas en moi quelqu'un qui peut être président de la République. Je pense qu'il faut les respecter aussi. Je suis prêt à renoncer. Je l'ai toujours dit en faveur de notre candidat, mais sur la base de critères objectifs sur lesquels nous partons au même pied d'égalité et que nous nous entendions aussi sur une feuille de route. C'est ce que je dis. Et même il y a une autre coalition qui est plus importante encore. C'est la liste unique des représentants. Je l'ai toujours dit, ça fait un an que je le dis. Ça permettrait comme ça au moins que nous sachions qui a gagné, qui a perdu. Ça n'intéresse pas les gens comme d'habitude. Si, tout comme lorsque je parlais des inscriptions. Mais non, madame, pour moi c'est des choses importantes parce que le moment du bilan commence à arriver. Ce n'est pas parce que je n'en parlais pas avant que ce n'était pas important. Pendant un an que je me battais pour faire inscrire les Camerounais sur les listes électorales, j'ai fait l'objet de toutes sortes d'insultes et de combats. Je vous l'ai d'ailleurs dit tout à l'heure à l'entame de cette émission. Quel gâchis! Deuxième question, Iyam Bailly, en quoi est-ce que l'élection d'Emmanuel Macron en France a influencé votre propre candidature? Parce qu'il dit pourquoi avez-vous attendu l'élection du président français pour vous présenter vous-même? Donc j'imagine que c'est ce qu'il veut dire. Il veut savoir si l'élection d'Emmanuel Macron j'avais envie de répondre à cette question. Maintenant que vous avez ajouté l'autre partie, je préfère ne pas répondre parce que je considère que c'est... Je n'ajoute pas parce que j'ai reformulé sa question et je veux que simplement rester fidèle à ce qu'il a écrit. Oui, mais si c'est ce qu'il a dit, vraiment... La prochaine fois, choisissez des questions... Pourquoi avez-vous attendu l'élection du président jeune en France avant de vous présenter? C'est sa question. Choisissez des questions des gens plus sérieux. D'où la question... Madame, j'ai 38 ans. À la dernière élection présidentielle, pour quelqu'un qui est né en 80, j'avais 31 ans. Alors, M. Libby, avant de mettre un terme à cet entretien, quel est le premier acte que vous espérez poser si vous êtes élu au lendemain du 7 octobre en tant que président du Cameroun? L'humain est au cœur de mon projet de société. Pour moi, les institutions existent pour l'homme. Et l'homme, c'est la santé. Le premier acte que je pose, c'est la mise en place de la caisse d'assurance maladie. Merci beaucoup. C'est la première. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Maintenant, vous allez être seul face à la caméra pour passer votre message à ceux qui auront aux urnes le 7 octobre prochain pour choisir leur président de la République. Le 7 octobre prochain, j'engage les Camerounais à choisir
un chef d'État, un autre chef d'État, je voudrais leur dire que c'est possible, contrairement aux idées reçues, par leur propre mobilisation, par leur propre engagement. Le monde entier voit que le Camerounais n'est pas capathique, n'est pas qu'indifférent. Il est engagé, notamment les plus jeunes d'entre eux. Le destin du Cameroun est entre vos mains, chers compatriotes. Choisissez celui qui garantit un avenir certain, prospère, radieux à notre pays. J'ai la prétention d'être celui-là, porteur du projet de société du Cameroun qui protège et qui libère les énergies déclinées en 11 axes, dont vous vous imprégnez certainement par nos différentes sorties et dans les réseaux sociaux sur Play Store. Vous pouvez les télécharger en français et en anglais. Je voudrais vous inviter également à une prudence, à une précaution. Le 7 octobre, nous allons gagner. Mais il faudra que nous puissions le prouver. C'est pour cela que je vous invite, bénévolement, à faire partie de notre brigade de surveillance de vote. Nous devons avoir au moins un représentant dans chaque bureau de vote. La loi nous donne le droit d'accès à un procès verbal signé de tous, sorti de chaque bureau de vote. Avec ce procès verbal et avec notre outil informatique que nous avons mis en place, www.electra.org, téléchargeable également sur Play Store, vous pouvez vous y abonner. Nous allons proclamer nous-mêmes les résultats au soir du vote ou au plus tard le lendemain, même si Internet est coupé. La balle est donc dans votre camp, chers compatriotes. Le Cameroun ne sera plus jamais comme avant, ça c'est désormais certain. Merci beaucoup, Cabral Libby. Merci à toi. Bonne chance pour la suite. Merci. Merci à Cabral Libby. Passons à présent à Écho des campagnes. L'entrée dans la période officielle de la campagne électorale pour cette élection présidentielle a été marquée par de nombreux ralliements, des soutiens, mais aussi la publication des programmes de campagne. Ce que font les candidats sur le terrain cette semaine porte la signature de Armel Tamba et Éric Bertrand Haïssi. Le 20 septembre dernier, Joshua aussi, le candidat du Social Democratic Front à l'élection du 7 octobre prochain, a tenu sa dernière conférence de presse avant le lancement officiel de la campagne électorale. Au cours de cette rencontre, il a affirmé être préoccupé par la capacité du gouvernement du Cameroun à travers Elections Cameroun et les CAM à organiser l'élection présidentielle. Une réserve qui vient notamment du fait que l'organe en charge de l'organisation des élections dans le pays a décidé de délocaliser certains bureaux de vote dans les régions anglophones en proie à une crise sociopolitique. Un acte jugé illégal par le candidat du SDF. Nous nous objectons à l'apartheid institutionnel que le gouvernement du Cameroun, avec la complicité de l'ECAM, est en train de mettre sur pied dans le nord-ouest et le sud-ouest en créant dans la totale illégalité des centres de vote qui n'ont absolument rien à voir avec les bureaux de vote dans lesquels les citoyens étaient inscrits pour cette élection. Sous fond de promesses de campagne, Joshua aussi a en outre ajouté que s'il est élu le 7 octobre prochain, il se donne 30 jours pour faire taire les armes et 100 jours pour arrêter la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Sa campagne a démarré le 22 septembre par une caravane qui s'est ébranlée de Douala pour le Mungo. Le même jour, cette fois du côté de Bertoua, chef-lieu de la région de l'Est Cameroun, Franklin Difor Afanwi, le candidat du mouvement citoyen national du Cameroun, essayait de séduire les populations de cette région. À travers une caravane pédestre et motorisée, il a sillonné tous les secteurs de la ville. Le candidat Franklin est reparti de Bertoua en promettant aux populations que s'il est élu au soir du 7 octobre, il va améliorer leurs conditions de vie en distribuant équitablement les fruits de la croissance locale. Alors qu'Akeremouna présentait son programme de campagne à Yaoundé le 22 septembre dernier, Maurice Kamto annonçait pour sa part qu'il lance les hostilités depuis Douala à la même date. Maurice Kamto, qui a par ailleurs reçu en fin de semaine dernière le soutien non négligeable de Christian Penda Ekoka, économiste bien connu et qui était jusqu'ici conseiller du président de la République, Paul Biya. Et celui qui a obtenu le meilleur score à ce moment, après avoir confronter notre choix et le choix des tiers, c'est Maurice Kamto. Et sur cette base, nous avons décidé de lui apporter tout notre soutien.
Au même moment, Jean-Jacques Ekindi, un ancien transfuge du RDPC, le parti au pouvoir, devenu opposant, vient d'appeler ses partisans à la surprise générale à soutenir le président Paul Biya, candidat à sa propre succession. C'est dans cette ambiance de campagne que Paul Biya, le candidat, a investi les plateformes digitales. Celui qui jusqu'alors n'était présent sur les réseaux sociaux qu'en tant que président de la République a lancé son site internet, un compte Twitter et Instagram ainsi qu'une chaîne YouTube du candidat pour partager sa vision avec ses potentiels électeurs. En guise de vue du web, on va vous donner les résultats de notre dernier sondage réalisé sur la page Facebook de Vox Africa. On vient d'ailleurs d'aborder la question avec notre invité. Il portait sur la coalition et il vous a été demandé si l'opposition doit absolument se coaliser pour espérer battre le président Paul Biya. Et vous êtes 71% à répondre par l'affirmative. Voilà, c'est sur cet avis que vous avez émis que nous mettons un terme à cette édition de Etoudi 2018. Vous aussi, vous pouvez donner de la voix, faire entendre votre point de vue ou nous laisser tout simplement vos commentaires en restant connecté avec nous sur le compte Twitter de Vox Africa ou encore la page Facebook de la chaîne. Il vous suffit pour cela de suivre les hashtags Etoudi 2018 Vox Africa. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse mail etoudi2018@voxafrica.com ou simplement nous envoyer un message ou une vidéo de 30 secondes maximum au numéro WhatsApp qui s'affiche juste au bas de votre écran. Merci une fois de plus d'avoir été des nôtres. Restez connectés sur Vox Africa et n'oubliez pas, vous pouvez regarder cette émission sur notre chaîne YouTube.